Il existe, chez certains hommes, une étrange vanité du mal. On pourrait croire qu'un crime accompli appelle le silence, la fuite, l'ombre. On pourrait penser que celui qui a franchi l'irréparable cherche ensuite à disparaître dans la foule, à se faire oublier, à redevenir un visage quelconque parmi les autres. Mais l'être humain n'est pas toujours gouverné par la prudence. Parfois, il est gouverné par quelque chose de plus trouble encore, le besoin d'être vu. Dans les enquêtes criminelles, les policiers le savent. Il arrive que le meurtrier revienne sur les lieux. Il arrive qu'il assiste aux recherches. Il arrive même qu'il se mêle aux voisins, aux curieux, aux journalistes, comme s'il voulait vérifier les faits produits par son œuvre, non pas par remords, non pas par compassion, mais pour ressentir une dernière fois ce frisson secret, cette domination obscure sur ceux qui ignorent encore la vérité. C'est une faiblesse, une faille. Et parfois, c'est par cette faille que la justice entre. L'affaire que nous allons suivre commence par une absence. Une jeune femme ne se présente pas à son travail, son appartement est intact, sa voiture disparaît, puis réapparaît presque au même endroit, et, dans le quartier, un voisin se montre soudain très bavard devant les caméras. Trop bavard. Cette jeune femme s'appelle ici Claire Marceau. Elle a 28 ans. Elle vit en Floride, dans une ville de bord de mer que nous appellerons Saint-Briac Beach. C'est une de ces femmes dont les proches disent, avec une simplicité qui serre le cœur, qu'elle aimait la vie. Claire voyageait dès qu'elle le pouvait. Elle nageait, jouait au tennis, plongeait dans les eaux chaudes de la côte, visitait les musées, s'arrêtait longtemps devant un tableau, comme si elle avait besoin de comprendre la beauté avant de repartir vers autre chose. Elle avait une énergie douce, une curiosité constante, une manière de traverser les jours avec cette confiance que l'on trouve souvent chez ceux qui n'imaginent pas que le danger puisse habiter à quelques mètres de leur porte. Après l'université, Claire avait pris un emploi de serveuse dans un restaurant fréquenté de la ville. Ce n'était pas son rêve. Elle espérait devenir enseignante en anglais, mais elle connaissait bien la restauration, elle gagnait correctement sa vie, elle était appréciée, ponctuelle, sérieuse depuis 2 ans et demi. Jamais elle n'avait manqué une journée sans prévenir. Alors lorsque Claire ne vient pas travailler 2 jours de suite, son responsable sent que quelque chose ne va pas. Il appelle. Personne ne répond. Il insiste. Toujours rien. Dans ces moments-là, l'inquiétude ne surgit pas d'un seul coup. Elle s'installe lentement comme une brume. D'abord, on se dit qu'il y a une explication, une fatigue, une dispute, un départ imprévu. Puis on commence à compter les heures. Et les heures deviennent des signes. Le responsable du restaurant finit par prévenir les autorités. Les policiers se rendent au domicile de Claire. Sa voiture n'est pas là. La porte ne porte aucune trace d'effraction. À l'intérieur, rien ne semble avoir été renversé, fouillé, déplacé. L'appartement est propre, ordonné, presque trop calme. Les affaires sont à leur place. Aucun meuble n'a bougé. Aucun cri ne semble avoir traversé ces murs. C'est souvent cela qui glace le plus les enquêteurs, non pas le désordre, mais l'ordre. Un ordre qui ne raconte rien, ou plutôt qui raconte qu'une vie s'est interrompue sans avoir eu le temps de se défendre. Puis, les policiers écoutent les messages laissés sur le répondeur de Claire. L'un d'eux provient de sa banque. On lui signale des débits inhabituels sur une de ses cartes de crédit. À cet instant, l'affaire change de nature. Claire n'est plus seulement une jeune femme introuvable. Quelqu'un utilise son argent. Plus tard, dans l'après-midi, sa voiture est retrouvée. Elle est stationnée sur un parking, non loin de son immeuble, presque comme si quelqu'un l'avait rapportée là pour que le décor redevienne normal. Mais l'intérieur, lui, ne l'est pas. Claire était ordonnée. Sa voiture, d'ordinaire, lui ressemblait. Or, cette fois, l'habitacle est en désordre. Sur la banquette arrière, les enquêteurs trouvent une veste rose qui lui appartient. Au sol, 2 bouteilles de soda entamées. Côté conducteur, un mégot de cigarette. Claire ne fumait pas. Il y a aussi du sable. Sur le tapis arrière droit, côté conducteur. Un peu du côté passager. En Floride, évidemment, le sable n'a rien d'extraordinaire.
Il entre dans les chaussures, dans les maisons, dans les voitures. Mais celui-ci intrigue. Ce n'est pas un sable de plage, blond et fin. Ce n'est pas une terre brune. Il est plus pâle, plus sec, plus minéral. Il ressemble à du calcaire. Les policiers font passer le véhicule au peigne fin. Des empreintes sont relevées partout, dans l'habitacle, sur le coffre, sur le capot, sur le toit, une vingtaine au total. La voiture de Claire est devenue, sans qu'elle le sache, un carnet de passage. Ces relevés bancaires apportent ensuite une précision capitale. Le jour de sa disparition, à 14h30, sa carte de crédit a servi à acheter une paire de baskets. Claire devait prendre son service à 17h30. Elle ne s'est jamais présentée. Entre ces 2 heures, 3 heures seulement, quelque chose s'est produit. Mais quoi? Et où? Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Personne ne se souvient d'un cri, d'une dispute, d'un départ précipité. La disparition semble s'être glissée dans l'après-midi comme une ombre dans un couloir. Puis vient la découverte que tout le monde redoutait. Au bord d'un canal, près d'une zone isolée, un corps est aperçu. Il est enveloppé dans un grand drap. Même depuis une maison voisine, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple paquet abandonné. Il y a dans la forme immobile quelque chose d'humain, quelque chose qui oblige les témoins à détourner les yeux tout en sachant déjà. Les mains et les pieds sont attachés avec des liens étranges, des lacets de chaussures, une laisse colorée, des éléments disparates, comme si l'assassin avait improvisé avec ce qu'il avait sous la main, ou comme s'il avait voulu effacer la personne derrière un assemblage grotesque d'objets ordinaires. La famille est prévenue. Il existe des phrases que personne ne devrait jamais entendre. Celles qui annoncent que l'attente est finie, mais que l'être aimé ne reviendra pas. Ceux qui accompagnaient les proches de Claire ce jour-là se souviendront longtemps de la chaleur étouffante, de la lumière blanche sur le boulevard, de cette impression terrible d'être vivant dans un monde qui venait de perdre tout sens. On se dit que c'est un cauchemar, que l'on va se réveiller, mais on ne se réveille pas. Le médecin légiste établit que Claire Marceau est morte par asphyxie, elle a été étranglée, des traces d'agression sexuelle sont également relevées, les prélèvements permettent d'établir un profil ADN masculin. Dès lors, les enquêteurs savent qu'ils ne poursuivent plus seulement un voleur, ni même un ravisseur. Ils cherchent un homme qui a violé, tué, puis transporté le corps d'une jeune femme qu'il connaissait peu, être, ou qu'il avait choisi parce qu'elle était là, à portée de main. Mais l'assassin a laissé derrière lui des indices insolites. Le drap dans lequel le corps a été enveloppé a été maintenu avec 2 fils électriques. Au départ, les enquêteurs ne comprennent pas exactement ce qu'ils ont sous les yeux. Puis, les experts identifient l'objet d'origine des pierres chauffantes électriques. Ces appareils servent généralement à réchauffer des animaux à sang froid, comme des serpents ou des lézards. Une fausse pierre, branchée, chauffée, placée dans un terrarium. Ce détail est étrange, très étrange. Il signifie que le meurtrier possède probablement un reptile. Les techniciens examinent ensuite le drap et les liens. Un poil noir est découvert. Au microscope, il se révèle être un poil de chien, un chien noir. Ainsi, en quelques heures, l'enquête dessine un portrait inattendu de l'assassin. Un homme ayant accès à des pierres chauffantes pour reptiles, possédant vraisemblablement un chien noir, et une ceinture de taille 36 utilisée pour maintenir le drap autour du corps. Ce ne sont encore que des fragments. Mais dans les enquêtes criminelles, les fragments finissent souvent par former un visage. Le sable prélevé dans la voiture de Claire est comparé à celui trouvé près du canal. Les analyses concordent. Le véhicule de la jeune femme a bien servi à transporter le corps jusqu'au lieu où il a été abandonné. Reste à comprendre comment Claire a pu disparaître sans que personne ne voie rien. Les enquêteurs savent qu'elle a été enlevée entre 14h30 et 17h30. Ils savent que sa carte a été utilisée plus tard pour retirer 700 $. La piste bancaire devient alors essentielle. Celui qui a effectué ce retrait peut être l'assassin. Malheureusement,
la caméra de surveillance du distributeur fonctionne mal. L'image est mauvaise, inutilisable. On distingue une silhouette, peut être un geste, mais pas assez pour identifier un homme. L'enquête pourrait s'enliser. Et c'est alors qu'un détail vient troubler les policiers, non pas dans une preuve matérielle, mais sur un écran de télévision. Les chaînes locales couvrent la disparition, puis le meurtre de Claire. Comme souvent, les journalistes interrogent les voisins. Parmi eux, un homme revient sans cesse. Il apparaît dans plusieurs interviews, il parle volontiers, il se rend disponible, il semble presque chercher la caméra. À chaque apparition, pourtant, son récit varie un peu. Un mot change, un souvenir glisse. Une nuance apparaît là où l'on attendrait la constance d'un témoin sincère. Les policiers le remarquent. Son comportement les intrigue. Il ne se contente pas de répondre aux questions. Il semble vouloir être au centre de l'attention, comme si l'affaire lui appartenait déjà. Puis, dans une interview donnée avant la découverte du corps, il prononce une phrase qui fait dresser l'oreille aux enquêteurs. Il dit de Claire « Elle était très timide. Souvent, je lui disais bonjour et elle ne me répondait pas. Elle restait dans ses pensées. Elle était, pas elle est. Bien sûr, on peut parler au passé par maladresse. On peut se tromper. On peut être troublé. Mais dans une enquête, les mots ont un poids, surtout lorsqu'ils viennent d'un homme qui affirme ne rien savoir, mais qui semble déjà parler d'une morte. Cet homme s'appelle ici Marc Valdès. Il est le voisin de palier de Claire. Il est sans emploi. Il vit juste en face d'elle. Les inspecteurs se rendent chez lui. Ils frappent à la porte. À l'intérieur, un chien aboie, un chien noir. L'un des enquêteurs dira plus tard qu'en apercevant l'animal par la fenêtre, il a senti un frisson lui parcourir le dos, car ce détail, à lui seul, ne prouve rien. Mais il rejoint un autre détail. Et les détails, désormais, commencent à se répondre. Les policiers interrogent un autre voisin au sujet de Marc Valdès. Celui-ci leur indique simplement l'appartement. Le type que je connais, c'est celui-là, celui qui a un chien et un boa constrictor, un chien noir, un reptile. L'étau se resserre, la police obtient l'autorisation de fouiller l'appartement de Valdès. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un univers qui les met mal à l'aise. Il y a des éléments troublants, des objets, des images, des traces d'une personnalité enfermée dans des obsessions sombres. Mais ce qui compte d'abord, ce sont les preuves. Or, dans un premier temps, aucune empreinte de Claire n'est retrouvée dans l'appartement. Valdès le répète. Claire n'est jamais venue chez lui. Mais les enquêteurs continuent. Dans la chambre, l'un d'eux remarque un aquarium, ou plutôt un terrarium. Au fond, des traces évoquent l'emplacement d'accessoires chauffants. Des pierres électriques ont pu s'y trouver. Or, le corps de Claire a été ligoté avec des fils électriques provenant précisément de ce type d'appareil. Dans une armoire, les policiers trouvent une paire de baskets noires. Elles n'ont plus de lacets. Claire, elle, avait été attachée avec des lacets noirs. Sur le tapis, une trace brunâtre attire aussi l'attention. Elle pourrait être du sang. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs plongent la pièce dans l'obscurité et pulvérisent du luminol. 3 taches apparaissent, nettes, distinctes, silencieuses. L'une d'elles dessine une forme qui rappelle les contours d'un fessier humain, comme si un corps avait reposé là, comme si la chambre, malgré le temps et le nettoyage, gardait l'empreinte muette de ce qui s'y était passé. Le luminol a ceci de terrible qu'il rend visible ce que l'on croyait effacé. Il fait parler les surfaces. Il révèle les violences que les murs ont vues sans pouvoir les raconter. Dans la même chambre, les policiers trouvent une paire de ciseaux orange. Entre les lames, une fibre bleue est coincée. Claire portait justement un vêtement bleu que l'agresseur avait découpé. Valdès continue de nier. Il prétend ne pas connaître Claire autrement que comme une voisine croisée dans le couloir. Puis, en soulevant un carton,
les enquêteurs découvrent une carte d'abonnement à une salle de sport. Au nom de Claire Marceau, cette carte, à elle seule, change tout. Valdès affirmait devant les caméras qu'il ne la connaissait pas. Il répétait qu'elle n'était jamais entrée chez lui. Et voilà qu'un objet personnel de la victime se trouve dans son appartement. Pour les policiers, l'hypothèse est presque insoutenable et pourtant plausible. Claire aurait pu être réussie pendant son calvaire à dissimuler volontairement cette carte sous un carton dans l'espoir qu'on la retrouve. Une ultime pensée, un dernier geste de lucidité. Une petite pièce de plastique laissée comme une accusation, nul ne pourra jamais le prouver, mais certains enquêteurs en resteront convaincus, les preuves s'accumulent encore. Valdès affirme qu'il n'est jamais monté dans la voiture de Claire, qu'il ne savait même pas quel véhicule elle conduisait. Pourtant, la police scientifique retrouve ses empreintes à l'intérieur. Face à l'évidence, l'homme change de version. Il n'est plus le voisin qui ignore tout. Il devient, selon ses propres mots, un complice forcé. Le véritable assassin serait un ami à lui, un jeune homme de 10 à 9 ans que nous appellerons Julien Barrault. Julien n'a pas de casier judiciaire. Interrogé à son tour, il avoue avoir participé, mais accuse Marc Valdès d'être l'instigateur et l'auteur principal du meurtre. Selon lui, Valdès avait désespérément besoin d'argent. Depuis des mois, il aurait envisagé de s'en procurer par la force. Julien raconte que Valdès lui aurait montré la porte de Claire, juste en face de la sienne, en disant que la personne capable de lui donner de l'argent, immédiatement, se trouvait là. À partir de ce moment, les deux hommes entrent dans cette danse ignoble que les enquêteurs connaissent bien. Chacun tente de sauver ce qui peut l'être en chargeant l'autre. Chacun parle assez pour impliquer son complice, jamais assez pour se condamner entièrement. Mais les objets, eux, ne négocient pas. Les empreintes de Julien Barrault sont retrouvées sur les bouteilles de soda laissées dans la voiture de Claire. Il était bien là. Il a bien participé. Les récits de Valdès et de Barrault se contredisent sur presque tout. Pourtant, ils se rejoignent sur un point, un détail d'une froideur qui restera dans les mémoires. Après s'être débarrassés du corps de Claire dans le canal, ils sont allés prendre un petit déjeuner, comme si la nuit n'avait rien changé, comme si le crime n'était qu'une tâche accomplie avant de s'asseoir dans un restaurant au bord d'une route. Ils se seraient rendus dans un établissement près d'une sortie d'autoroute dans une ville voisine que nous appellerons Lormont Springs. Les enquêteurs cherchent alors le reçu du repas. Ils interrogent la serveuse. Ils consultent l'ordinateur de caisse. Et là, une nouvelle surprise apparaît. La table n'a pas été servie pour 2 personnes, mais pour 3. Cette information éclaire soudain plusieurs anomalies. La ceinture retrouvée autour du corps de Claire ne correspond ni à Marc Valdès, ni à Julien Barrault. Les chaussures sans lacets retrouvées chez Valdès ne leur vont pas davantage. Il y avait donc peut être un 3e homme. Un 3e homme dans la voiture. Un 3e homme au restaurant. Un 3e homme dans la nuit où Claire Marceau a disparu. Mais Valdès et Barrault se taisent. Pour les enquêteurs, c'est un problème majeur. La défense pourra toujours soutenir qu'un véritable coupable court encore dans la nature, que les 2 hommes arrêtés ne sont pas les seuls, que le plus responsable a disparu. Il faut identifier ce 3e suspect, et vite. Les policiers reviennent alors sur le passé judiciaire de Marc Valdès. Ils découvrent qu'un mois avant le crime, il avait été arrêté pour le vol d'une voiture. Dans cette affaire, il avait un complice, un certain Nicolas Ravel, 20 ans. Son nom apparaît dans les dossiers. Ses empreintes sont disponibles. Et lorsqu'on les compare aux traces relevées dans le coffre de la voiture de Claire, le lien devient évident. Nicolas Ravel a lui aussi laissé ses empreintes sur des objets trouvés dans le véhicule. La police l'arrête. Comme les autres, il nie d'abord toute implication dans le meurtre. Il affirme ne pas avoir tué Claire. Puis il lâche une phrase qui sonne comme une porte entr'ouverte sur l'horreur. Il était là. Selon lui, il se trouvait dans le salon de Marc Valdès lorsque Valdès et Barrault ont violé puis assassiné Claire dans la chambre. Il dit s'être assis devant la télévision, le volume poussé très fort, les mains sur les oreilles,
Il prétend avoir voulu ne pas entendre, mais il entendait quand même les cris. Il y a des lâchetés qui ne tuent pas directement, mais qui accompagnent le meurtre. Elles sont là, à quelques mètres, dans la pièce d'à côté, et elles se bouchent les oreilles. Les 3 hommes sont mis en examen pour meurtre avec préméditation. Les analyses ADN viennent ensuite préciser les responsabilités. Le profil génétique retrouvé sur Claire correspond à Marc Valdès. Lui seul l'a violée. Les 2 autres ne l'ont pas touchée sexuellement. À ce stade, les enquêteurs reconstruisent le déroulement du crime. Claire faisait probablement sa lessive cet après-midi-là. Dans un immeuble ordinaire, par une journée ordinaire, elle ne se méfiait pas. Marc Valdès, son voisin de palier, savait ses habitudes. Il avait une porte juste en face de la sienne. Il avait surtout cette proximité terrifiante qui permet à certains prédateurs d'attendre sans avoir l'air de guetter. Il l'aurait saisie au moment où elle ne s'y attendait pas. Il l'aurait forcée à entrer dans son appartement. Avec l'aide de Julien Barrault, il l'aurait bâillonnée, attachée, dépouillée de sa carte bancaire. Sous la menace, Claire aurait été contrainte de révéler son code. Valdès serait ensuite sorti retirer de l'argent. Sur le chemin du retour, il aurait récupéré Nicolas Ravel. Pendant ce temps, Julien Barrault serait resté dans l'appartement avec Claire. C'est peu être durant ce laps de temps que Claire, malgré la peur, malgré les liens, malgré l'imminence de ce qu'elle pressentait, aurait réussi à cacher sa carte de salle de sport sous un carton. Un indice minuscule. Mais un indice qui allait parler pour elle. À son retour, Valdès viole Claire. Puis il l'étrangle avec les fils électriques de ses pierres chauffantes. Ensuite, les 3 hommes enveloppent le corps dans un drap. Il le serre avec une ceinture, des lacets de chaussures et du fil électrique. Ils prennent la voiture de Claire et roulent jusqu'au canal. Là, ils abandonnent le corps. Dans la voiture, ils laissent du sable, des bouteilles, des empreintes, des traces d'eux-mêmes partout, comme si la brutalité les avait rendus aveugles à la science la plus élémentaire. Puis, ils vont déjeuner. C'est parfois cela qui, dans le crime, demeure le plus difficile à comprendre. Non pas seulement le passage à l'acte, mais l'après. Cette capacité à manger, à parler, à payer l'addition, tandis qu'une jeune femme vient d'être jetée dans un canal. Au procès, les responsabilités sont pesées. Nicolas Ravel est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 15 ans de prison. Julien Barrault est reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation, dont le meurtre. Il reçoit une peine de réclusion à perpétuité, assortie de lourdes années supplémentaires. Marc Valdès, lui, est reconnu coupable d'enlèvement, de viol et d'assassinat. Il est condamné à mort. Il sera exécuté plusieurs années plus tard. Pour les proches de Claire, aucune peine ne rend ce qui a été pris. Le père de la jeune femme, brisé par l'épreuve, subit de graves accidents vasculaires cérébraux au cours du procès. Une famille entière vacille autour d'une absence que rien ne comblera. Les enquêteurs, eux, retiendront la force froide des sciences médico-légales. Sans le sable, sans les empreintes, sans le poil de chien, sans les pierres chauffantes, sans le luminol, sans les fibres, sans cette carte dissimulée sous un carton, peut être que Marc Valdès aurait continué à jouer les voisins éplorés devant les caméras. Mais il avait commis une erreur plus profonde encore que toutes les autres. Il avait voulu être vu. En cherchant la lumière, il avait attiré le regard de ceux qui savent regarder autrement. Et c'est peu être là l'une des leçons les plus sombres de cette affaire. Le mal, parfois, ne se contente pas de frapper. Il veut ensuite commenter le drame, se tenir devant la scène, mesurer son pouvoir dans les yeux des autres. Mais à force de se pencher au-dessus du gouffre qu'il a lui-même creusé, il finit par y laisser son reflet. La première affaire s'achève ainsi, sur une porte d'appartement, un chien noir, une carte de sport cachée sous un carton et un homme qui parlait d'une morte avant que le corps ne soit retrouvé. La seconde commence autrement, plus lentement, presque comme un roman noir. Une très jeune danseuse disparaît sur la route du club où elle travaille.
2 hommes affirment l'y avoir conduite. Les caméras, elles, ne montrent rien. Et cette fois encore, la vérité va se cacher dans ce qui reste après le feu. Il y a des vies que l'on juge trop vite, parce qu'elles ne ressemblent pas aux nôtres. On les regarde de loin, on les réduit à un métier, à une tenue, à un endroit fréquenté la nuit. On oublie qu'une jeune femme qui danse dans un club reste une fille, une sœur, une enfant, pour quelqu'un avec ses peurs, ses espoirs, ses maladresses, et cette confiance parfois dangereuse que l'on accorde à ceux qui se montrent aimables. La seconde affaire commence avec une absence, elle aussi. Une jeune femme ne rentre pas chez elle. Elle s'appelle ici Maëlia Dupré. Elle est très jeune, à peine sortie de l'adolescence. Elle a quitté le lycée peu avant les examens pour travailler comme danseuse dans un club pour hommes du Connecticut que nous appellerons le Velours. Sa famille n'approuvait pas ce choix, sa mère surtout, lui répétait de chercher un emploi plus sûr, un travail moins exposé, moins entouré de regards dont on ne sait jamais exactement ce qu'ils contiennent. Mais Maëlia voulait gagner de l'argent. Peut-être voulait-elle aussi se prouver qu'elle pouvait décider seule. Elle n'était pas la première jeune femme à confondre indépendance et danger. Elle ne serait malheureusement pas la dernière. Un soir, après son service, Maëlia ne revient pas. Sa mère appelle la police, folle d'inquiétude. Elle ne veut pas imaginer le pire, mais elle le sent déjà se tenir derrière la porte. Elle répète que sa fille est une bonne jeune femme, que tout ce qu'elle souhaite, c'est la voir rentrer saine et sauve. Les enquêteurs commencent par interroger son petit ami, que nous appellerons Thomas. Il vit chez les parents de Maëlia. Il aurait des problèmes de drogue. Il l'a vue la veille de sa disparition. Selon lui, Maëlia est partie travailler vers 15 heures. Il ne sait pas qui l'a conduite. Il dit seulement qu'elle est montée avec un inconnu. Cette déclaration ne suffit pas. Elle laisse trop de vide. Puis la police découvre qu'un message a été laissé sur le téléphone portable de Maëlia peu avant son départ, vers 12h05. Ce message devient un premier tournant. Il donne aux enquêteurs un nom. Le numéro appartient à un homme d'affaires local que nous appellerons Adrien Vautier. 56 ans, riche, marié, père de famille, propriétaire d'une entreprise industrielle prospère. Aucun casier judiciaire, une réussite apparente, solide, respectable. Mais Adrien Vautier fréquente aussi régulièrement le Velours. Il connaît Maëlia. Mieux encore, plusieurs danseuses diront qu'il semble lui porter une attention particulière. Il s'assoit près d'elle. Il lui offre des verres. Il parle longuement avec elle. Il la regarde peu. Être avec ce mélange de fascination et de possession que certains hommes confondent avec de la générosité. Interrogé, Vautier reconnaît avoir appelé Maëlia ce jour-là. Il affirme qu'elle lui a demandé de la conduire au club, puisqu'elle n'avait pas de moyens de transport. Il aurait accepté gentiment. Selon lui, il l'aurait déposée devant le Velours et l'aurait vue franchir la porte. Une version simple. Trop simple peut être. Mais l'affaire se complique presque aussitôt. Un autre client du club contacte la police. Il s'appelle ici Gérard Lemoine. Lui aussi affirme avoir accompagné Maëlia ce jour-là. Il dit même l'avoir déposée au club, être entré avec elle et y être resté plusieurs heures. Plus encore, il prétend l'avoir ramenée chez elle plus tard dans la soirée. Or, la famille est formelle. Maëlia n'est jamais rentrée. 2 hommes affirment donc être les derniers à l'avoir vue vivante. 2 hommes donnent des récits incompatibles et au milieu de ces versions, il reste le petit ami, Thomas, avec ses zones d'ombre, ses problèmes de drogue, son dernier contact avec Maëlia. La question essentielle demeure pourtant la plus simple et la plus terrible. Où est Maëlia ? Les enquêteurs se penchent d'abord sur les habitudes de la jeune femme au club. Le Velours possède des caméras de surveillance. Si Maëlia est entrée ce jour-là, comme l'affirme Adrien Vautier, les images doivent le montrer. Elles ne montrent rien. Maëlia n'apparaît pas. Les policiers vérifient encore. Ils remontent les bandes. Ils observent les entrées, les sorties, les couloirs, les heures. Rien. La jeune femme n'est jamais entrée dans l'établissement
le jour de sa disparition. La version d'Adrien Vauthier s'effondre, puis ils examinent le récit de Gérard Lemoine, lui affirme être entré avec Maëlia et être resté plusieurs heures dans le club. Là encore, les caméras ne confirment rien. Ni lui ni elle n'apparaissent ce jour-là. Deux hommes mentent-ils? Se protègent-ils? Ou l'un d'eux se trompe-t-il vraiment? Cette distinction est capitale. Dans une affaire criminelle, une erreur de mémoire peut ressembler à un mensonge. Et un mensonge, parfois, se déguise en confusion. Les enquêteurs reprennent patiemment les vidéos, les horaires, les témoignages. Ils finissent par comprendre que Gérard Lemoine s'est trompé de date. Il a bien conduit Maëlia au club, mais la veille de sa disparition, il l'a bien ramenée chez elle ce soir-là. Sa mémoire a mélangé deux journées proches, sans intention criminelle apparente. Son mobile paraît faible. Sa version, une fois replacée à la bonne date, tient. Gérard Lemoine est progressivement écarté. L'attention se resserre donc sur Adrien Vauthier. Les proches de Maëlia révèlent qu'il lui avait donné 500 $ pour l'aider, disait-il, à payer ses frais de scolarité. Un geste qui peut sembler généreux. Mais dans ce genre de relation déséquilibrée, la générosité est rarement innocente. La famille avait prévenu Maëlia. On ne donne pas une telle somme à une jeune femme rencontrée dans un club sans attendre quelque chose en retour. Maëlia, elle, faisait confiance facilement. Trop facilement. Sa sœur décide alors de tenter une démarche audacieuse. Elle appelle Adrien Vauthier et laisse un message sur son répondeur en se faisant passer pour Maëlia. D'une voix contrôlée, elle dit en substance « Salut, c'est Maëlia. Je voulais savoir si tu voulais qu'on se voie. Rappelle-moi. » Vauthier ne rappelle jamais. Ce silence trouble les enquêteurs. Si l'homme pense réellement que Maëlia est vivante, pourquoi ne pas rappeler? Pourquoi ne pas chercher à savoir où elle se trouve? Pourquoi ne pas manifester la moindre surprise? Lorsqu'on lui demande s'il a déjà eu des relations sexuelles avec Maëlia, Vauthier répond que c'est impossible. Il affirme souffrir de troubles de l'érection à la suite d'une opération. Il présente cela comme une impossibilité physique, presque comme un alibi intime. Mais les enquêteurs ont appris à se méfier des impossibilités trop commodes. Ils examinent ensuite les appels passés depuis le téléphone portable de Maëlia. 5 jours avant sa disparition, 2 communications ont été émises depuis une zone correspondant à une vaste propriété isolée d'environ 30 hectares. Cette propriété appartient à Adrien Vauthier. Elle se trouve dans le Connecticut, en retrait des routes principales, entourée de bois, accessible par un chemin de terre, un endroit où l'on peut conduire quelqu'un sans être vu, un endroit où le silence semble appartenir au paysage. La police demande à Vauthier l'autorisation de fouiller les lieux. Il accepte, mais pas tout de suite. Il demande que cela attende le dimanche de Pâques. Lorsqu'ils arrivent enfin, les policiers découvrent une propriété encombrée. Du matériel de construction, plusieurs véhicules, une caravane, un foyer ou un feu semblent avoir brûlé récemment. L'odeur de carburant flotte encore dans l'air. Au début, Vauthier se montre coopératif. Mais lorsque la brigade cynophile arrive, son attitude change. Les chiens l'inquiètent. Il s'énerve. Il devient nerveux, presque agressif. Il n'avait pas imaginé que les enquêteurs viendraient avec des animaux capables de sentir ce que l'homme a tenté de faire disparaître. Sur la propriété, les policiers remarquent aussi une broyeuse à bois. Dans certaines affaires, des criminels ont utilisé ce type de machine pour détruire des corps. Rien ne permet encore d'affirmer que c'est le cas ici, mais l'objet ajoute à l'atmosphère déjà lourde des lieux, puis Vauthier met brusquement fin à la fouille. Puisqu'il avait donné son accord volontairement, il a légalement le droit de se rétracter. Il demande aux policiers de partir. Mais les chiens ont déjà marqué un intérêt pour le foyer. L'un d'eux y a détecté un morceau de chair. Les premières constatations indiquent qu'il s'agit de chair animale. Vauthier fournit aussitôt une explication. Il dit avoir tué un castor quelque temps plus tôt et l'avoir brûlé. Un castor. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace cohérente avec cette histoire dans le foyer. Vauthier ajoute alors qu'il a l'habitude de tuer des animaux, de les découper et de disperser leurs restes. Cette précision, loin de le disculper, installe un malaise plus profond. Les policiers quittent la propriété. Ils savent qu'ils reviendront. Mais cette fois,
il leur faudra un mandat. Et le temps, dans une enquête, peut devenir l'allié du coupable. 2 semaines après la disparition de Maëlia, son petit ami Thomas est écarté de la liste des suspects. Les enquêteurs estiment qu'il a dit la vérité sur le dernier moment où il l'a vu quitter le domicile. Toute l'attention se porte désormais sur Adrien Vauthier, sur sa relation avec Maëlia et sur cette propriété isolée où son téléphone avait déjà borné quelques jours avant le drame. Les démarches pour obtenir un mandat se compliquent. 2 juridictions sont concernées, la procédure prend du temps, puis la météo s'en mêle. Des pluies torrentielles s'abattent sur la région pendant 8 jours. 8 jours. 8 jours durant lesquels l'eau peut emporter des traces, diluer du sang, déformer des empreintes, effacer les chemins. 8 jours durant lesquels un homme, s'il est coupable, peut travailler à détruire ce qui reste. Lorsque les policiers reviennent enfin sur la propriété avec un mandat, leurs craintes se confirment. Adrien Vauthier est au volant d'une énorme pelleteuse. Il tente d'enterrer le châssis d'une caravane de 10 mètres qu'il a démolie puis brûlée. La propriété ressemble à un terrain ravagé. Des arbres sont abattus, des trous ont été creusés, le chemin de terre lui-même a été défoncé. Vauthier a entrepris une destruction méthodique. Il n'a pas seulement nettoyé, il a bouleversé le paysage. Pour les enquêteurs, cette frénésie est presque un aveu. Ils voient un homme qui se démène pour faire disparaître quelque chose, mais qui, dans sa précipitation, oublie que l'on ne contrôle jamais entièrement les traces d'un crime. Car le foyer, lui, est resté à peu près intact. Et c'est là que l'affaire va basculer. Au milieu des braises, les policiers trouvent une clé. Elle est noircie, abîmée, mais encore identifiable. Un enquêteur la nettoie, puis décide d'essayer la serrure de l'appartement de Maëlia. La clé ouvre la porte. Ce n'est pas encore une preuve absolue de meurtre, mais c'est un lien direct. Un objet appartenant à l'univers intime de la victime, retrouvé dans le foyer d'Adrien Vauthier. Toujours dans les cendres, les policiers découvrent une balle usagée et 3 douilles de calibre 9 mm. Près des restes de la caravane, ils trouvent aussi un balai anti-poussière, un aspirateur et un grand morceau de moquette. Cette moquette est envoyée au laboratoire. Elle a été exposée à la pluie pendant plusieurs jours. Pour la police scientifique, c'est un cauchemar. L'eau, la boue, les bactéries, le temps, tout travaille contre la vérité. Les techniciens décident néanmoins de procéder méthodiquement. Ils tracent une grille sur la moquette avec des carrés réguliers, puis ils appliquent un réactif chimique capable de révéler la présence de sang. Peu à peu, des zones rosissent. Les marques sont signalées, photographiées, balisées. À mesure que les réactions apparaissent, une forme se dessine. Une zone allongée, significative. Pour les experts, elle évoque un corps. Pire, un corps humain. Les analyses confirment qu'il s'agit bien de sang humain. Mais lorsque les résultats ADN arrivent, c'est une déception cruelle. Le sang est trop contaminé par les bactéries. Aucun profil exploitable ne peut être obtenu. Il y a des moments où l'enquête semble avancer d'un pas, puis reculer de 2. La famille attend. Les policiers cherchent. Le suspect se tait. Et la science, parfois, se heurte à la matière détruite. Mais les recherches continuent dans le foyer. Au milieu des braises, les enquêteurs récupèrent une multitude de fragments osseux. Ils sont minuscules, carbonisés, parfois pas plus grands qu'un ongle. Le squelette, s'il s'agit bien d'un squelette, a été presque entièrement dévoré par les flammes, comme dans une crémation sauvage et prolongée. Les fragments sont confiés à des anthropologues judiciaires. Leur travail est patient, presque humble. Dans les os, ils cherchent ce que le feu n'a pas réussi à réduire au silence. Ordinairement, un crâne, un bassin. Certaines mesures peuvent indiquer l'âge, le sexe, l'origine biologique. Mais ici, les os sont trop broyés, trop calcinés, ils ne livrent presque rien. Presque. Car parmi les débris, les experts découvrent un fragment que le feu n'a pas entièrement détruit. Un morceau de pied. Une partie infime mais avec des tissus mous encore présents. C'est peu. C'est presque rien. Mais dans une enquête de cette nature, presque rien peut devenir tout.
Les tissus organiques permettent d'espérer une extraction ADN. Il reste un autre obstacle. Les enquêteurs ne disposent pas d'un échantillon direct de l'ADN de Maëlia. Ils doivent donc comparer le profil obtenu avec celui de ses parents biologiques. Les tests sont réalisés, le résultat tombe. Les os et les tissus retrouvés dans les braises de la propriété d'Adrien Vauthier appartiennent bien à Maëlia Dupré. Dès lors, l'affaire n'est plus une disparition. C'est un meurtre dont le corps a été brûlé pendant des jours dans l'espoir de réduire une jeune femme à des cendres anonymes. 2 mois après la disparition de Maëlia, Adrien Vauthier est interpellé alors qu'il s'apprête à prendre l'avion. Dans sa valise, les policiers trouvent plus de 10 000 $ en espèces, son passeport, des effets personnels, des affaires de toilette. Ils découvrent aussi un petit sac contenant des préservatifs et des médicaments destinés à traiter les troubles de l'érection. L'homme qui avait affirmé ne pouvoir avoir aucune relation sexuelle voyage avec précisément ce qu'il prétendait ne pas pouvoir utiliser. Pour les enquêteurs, il s'apprêtait à fuir. Ce jour-là, son arrestation est vécue comme un soulagement, non parce que tout est compris, mais parce que l'homme qui avait peu être cru pouvoir disparaître à son tour se trouve enfin derrière les barreaux. Reste à reconstituer les derniers instants de Maëlia. Adrien Vauthier devait, selon sa propre version, la conduire au club. Mais tout indique qu'au lieu de la déposer au velours, il a roulé jusqu'à sa propriété à près de 50 km. Pourquoi Maëlia est-elle montée avec lui? Par confiance, par habitude, parce qu'il était un client connu, parce qu'elle croyait qu'il n'y avait aucun danger à accepter un trajet. Personne ne saura jamais exactement ce qui s'est passé sur cette propriété. Selon l'accusation, Vauthier aurait tué Maëlia de plusieurs balles de 9 mm à l'intérieur de la caravane. Il aurait ensuite enroulé son corps dans la moquette où les traces de sang ont été relevées. Puis il aurait brûlé le corps dans le foyer, alimentant le feu pendant des jours, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Lorsque les chiens ont marqué le foyer lors de la première visite, il a compris que les policiers approchaient. Il a mis fin à la fouille. Puis il a disposé de 8 jours, avec la pluie, pour complice involontaire, afin de tenter d'effacer les preuves. Il a détruit la caravane, défoncé le terrain, remué la terre, brûlé, cassé, enterré. Mais il a oublié la clé. Il a oublié les douilles, il a oublié qu'un morceau de chair, aussi petit soit-il, pouvait encore porter un nom. Au procès, Adrien Vauthier est reconnu coupable du meurtre de Maëlia Dupré et de falsification de preuves. Il est condamné à 60 ans de prison. Dans la salle, le verdict est accueilli par des cris de soulagement. La famille de Maëlia attendait cela depuis des mois, non pas une réparation, car il n'en existe pas, mais une reconnaissance. La certitude que la justice avait vu ce que l'assassin avait voulu rendre invisible. La sœur de Maëlia dira qu'elle avait craint, à certains moments, qu'il s'en sorte, que tout le monde s'était battu jusqu'au bout pour que Maëlia puisse enfin reposer en paix. Elle méritait au moins cela. Mais une question demeure. Pourquoi? Pourquoi Adrien Vauthier a-t-il tué Maëlia? Pourquoi cet homme installé, marié depuis des décennies, père de famille, chef d'entreprise, a-t-il conduit une jeune femme vers cette propriété isolée? Était-ce un désir de possession, un refus, une violence ancienne qui cherchait une victime? Les enquêteurs évoqueront son comportement cruel envers les animaux. Cette manière de tuer, découper, brûler, disperser, peut-être avait-il franchi depuis longtemps des seuils invisibles avant de s'en prendre à un être humain. Mais la vérité complète est morte avec Maëlia. Il n'y avait que 2 personnes sur cette propriété à connaître le dernier dialogue, le dernier geste, le dernier regard. Maëlia n'est plus là pour le dire. Adrien Vauthier, lui, refuse de parler. Alors il reste les preuves. Une clé carbonisée, des douilles, une moquette tachée, des fragments d'os, un morceau de pied épargné par les flammes. Et cette certitude froide, un homme avait cru pouvoir détruire un corps au point d'effacer une existence. Il avait eu du temps, de l'espace, du feu, de la pluie, des machines.
Il avait retourné la terre comme on retourne une page. Mais la science a retrouvé Maëlia dans ce qu'il n'avait pas réussi à anéantir. La condamnation d'Adrien Vauthier à 60 années de prison met fin à la procédure, mais pas aux questions. Son épouse demandera le divorce peu après son arrestation. Leur mariage avait duré 33 ans. Ils avaient eu 2 enfants. Une vie entière d'apparence s'effondrait autour d'un foyer où l'on avait retrouvé les restes d'une jeune femme. Ainsi s'achève cette affaire. Non sur un grand aveu, non sur une explication définitive, mais sur une image presque insoutenable, celle d'un criminel persuadé que le feu peut tout prendre, que la pluie peut tout laver, que le temps peut tout recouvrir. Il se trompait. Il suffit parfois d'une clé noircie, d'un fragment d'os, d'un morceau de chair oublié par les flammes pour que la vérité revienne. Et lorsqu'elle revient, elle ne crie pas. Elle parle bas, mais elle parle encore.